Merci pour cette invitation de la part de Simone à venir vous présenter un objet scientifique un peu particulier, qui est un modèle mathématique et informatique qui s'appelle World 3, qui a un rôle assez central dans le cadre de l'émergence des questionnements qui sont abordés dans le cadre de l'Anthropocène. Et on peut le voir un peu comme le premier modèle scientifique qui fait émerger un certain nombre de questionnements liés à ce concept d'Anthropocène. Alors moi, je suis informaticien. Donc tout passionnant que j'ai trouvé la discussion de ce matin, elle me fait me sentir un petit peu hors sol. Merci. Elle me fait moi-même me sentir un petit peu hors sol parce que les usages dans mon domaine sont un petit peu différents. Donc j'espère ne pas faire d'impair sur la forme. Un des usages est notamment de passer par l'intermédiaire de Transparent pour faire ma présentation. Donc lorsque on s'intéresse à un sujet scientifique, une des premières démarches consiste à faire une bibliographie, de savoir ce qui s'est dit, ce qui s'est... Est-ce que vous m'entendez ? Parfait. Donc comme je disais, je ne reprendrai pas au début, excusez-moi, une des premières démarches effectuées par un scientifique lorsqu'il s'intéresse à un domaine, c'est de faire une bibliographie du domaine. Et lorsqu'on s'intéresse au terme anthropocène et notamment au terme connexe d'effondrement dont on commence à entendre parler d'une manière assez fréquente actuellement, on se rend compte que dans la bibliographie du domaine, il y a lorsqu'on remonte dans le temps, une première période, on va dire depuis une dizaine d'années, on observe un foisonnement des textes et des livres, des articles, des documents qui s'intéressent à ce domaine-là. Donc depuis 2009, je ne les ai même pas comptés, mais j'ai arrêté ma liste à peu près une cinquantaine de livres, souvent des livres grand public, qui portent sur ce domaine-là. Lorsqu'on remonte un petit peu plus loin dans le temps, entre 1975 et 2009, donc une assez grande période, on en trouve à peu près une dizaine. Donc c'est un sujet et un questionnement qui était assez peu répandu. Entre 73 et 95, 3 livres existants. Et on s'arrête assez rapidement, toujours en remontant dans le temps, à l'année 66, donc à un travail assez fondateur de Kenneth Boulding, qui s'appelle The Economics of Becoming Spaceship Earth, qui s'intéresse à cette question de finitude des ressources et d'interaction entre une société en croissance et la présence de ressources finies, présentes dans la planète qui héberge cette société-là, et comment la finitude de ces ressources va impacter le développement de ces sociétés. Dans cette période-là, donc à la fin des années 60, début des années 70, a été effectué un travail qui a été un travail fondateur, scientifiquement parlant, et qui a donné naissance à un modèle numérique qui s'appelle World 3, qui a été effectué par une équipe de chercheurs au MIT, du début des années 70 jusqu'à la fin des années 72 à peu près. Donc 16 scientifiques de domaines assez divers, donc des mathématiciens, des personnes du domaine qui allaient devenir l'informatique ultérieurement, des biologistes, des écologues, ont été chargés par un consortium qui s'appelle le Club de Rome, qui est un consortium regroupant à la fois des représentants des États, des représentants des grandes entreprises, qui s'intéresse à des questions à long terme de dynamique des sociétés. À cette époque-là, des représentants du Club de Rome sont allés dans certains laboratoires du MIT, aux États-Unis, rencontrer une personne qui était le fondateur d'un domaine scientifique qui s'appelle la systémique, Jay Forrester, qui, donc au début des années 70, a été le créateur d'un certain nombre d'outils et de méthodes mathématiques pour pouvoir décrire des systèmes complexes, et notamment la dynamique de ces systèmes-là. Il a créé un certain nombre de formalismes, un certain nombre d'outils mathématiques, de méthodes, et la systémique a,
le domaine industriel s'est assez rapidement emparé des méthodes et des outils fournis par la systémique, notamment pour penser et pour designer des organisations à grande échelle de systèmes industriels. C'est la raison pour laquelle le Club de Rome est venu rencontrer Jay Forrester. Et lors de cette rencontre étaient présents 2 personnes, Denis Meadows et Donella Meadows, qui venaient de passer 2 années à parcourir le monde en voiture après leur thèse. Ils rentraient juste dans leur laboratoire. Coup de chance, ce voyage les avait délestés de toute leur charge de travail. Donc ils étaient nouvellement réarrivés dans leur laboratoire. Et donc ils étaient libres pour pouvoir travailler sur ce projet-là. Donc le Club de Rome a financé la formation d'une équipe de recherche, donc 16 personnes, qui a été dirigée par Denis Meadows, qui s'est attaqué à la question de l'étude de la dynamique des sociétés humaines dans un contexte de finitude de ressources, à l'aide des outils qui étaient nouvellement fournis par cette nouvelle science de la dynamique des systèmes. Donc ce travail a donné lieu en 1972 à la sortie d'un livre qui en anglais s'appelait The Limits to Growth, qui a été assez mal traduit en français par Halte à la croissance. Et ce livre-là a été édité à quelques millions d'exemplaires, est devenu un best-seller dans le grand public et a permis au grand public de s'emparer de ces questions liées à la dynamique des systèmes humains dans un cadre de ressources finies. En réalité, ce qu'on appelle le livrable, c'est-à-dire l'objet final de ce projet scientifique, était un modèle numérique qui existe encore aujourd'hui et qui a évolué depuis. Et le livre central s'appelle Dynamics of Growth in a Finite World, donc la dynamique de croissance dans un monde fini. Et c'est un gros pavé d'analyse, de conclusions scientifiques portées sur la construction et l'étude de la dynamique de ce modèle-là. Comme on le verra dans quelques transparents, c'est un modèle qui a été mis à jour très régulièrement au cours du temps. Alors, sur quoi porte cet objet scientifique? Alors, il s'agit d'un modèle. Rapidement, je vais vous définir ce que c'est comme modèle scientifique. Un modèle scientifique, c'est une construction logique construite à partir d'une observation structurée du monde et qui est porteuse d'un substrat de connaissances qui permet de questionner le monde sur le contexte dans lequel le modèle a été construit. Donc c'est quelque chose, c'est un objet scientifique qui nous parle de quelque chose, qui nous parle d'un aspect du monde, alors en mettant de côté, en négligeant tout un tas d'autres aspects du monde, mais on peut le considérer comme un document qui nous parle de quelque chose. Sauf que ce modèle scientifique-là, celui de Denis Meadows, a une caractéristique, enfin celui du groupe de Denis Meadows a une caractéristique, c'est qu'il nous dit quelque chose sur des dynamiques d'événements à grande échelle dans le temps. Donc, comme je vous l'ai dit, il est basé sur un ensemble d'outils qui ont été créés, qui ont été définis par Jay Forrester à partir des années 60. Ces ensembles d'outils permettent de décrire ce qu'on appelle un système dynamique, dans le domaine scientifique de la dynamique des systèmes. Un système dynamique va être la description d'un système qui va être composé d'éléments en interaction, spatialement localisés ou pas, avec des dynamiques d'interaction dans le temps, plus l'ensemble des lois qui vont piloter l'évolution de ce système dans le temps. Et donc, à cette époque-là, il faut aussi se replacer dans le contexte technologique de l'époque. On commençait à avoir des machines qui commençaient à être capables de pouvoir effectuer des calculs suffisamment puissants pour pouvoir faire tourner ces modèles-là. Donc, initialement, ces modèles étaient représentés sous forme d'équations différentielles, des équations différentielles non linéaires, qui étaient analysées avec des outils mathématiques. Et puis, pour la première fois, on allait pouvoir simuler l'évolution des variables qui étaient représentées par ce système-là. Deux caractéristiques importantes sur ces systèmes dynamiques. Ces systèmes sont causaux, c'est-à-dire que lorsqu'on les déroule dans le temps, l'état courant du système ne dépend que de l'état passé. On n'a pas de boucle temporelle. Le futur n'influence pas sur l'état courant. Et ce sont des systèmes qui sont déterministes,
ou semi-déterministe, en ce sens que pour une seule condition à l'état présent, on va pouvoir calculer, pour un ensemble de conditions à l'état présent, on va pouvoir calculer une seule condition au pas de temps suivant, c'est-à-dire dans le futur proche. Et on va donc pouvoir dérouler l'exploration dans le temps du modèle en le simulant pas de temps par pas de temps. Pour ce faire, pour construire ce type de modèle-là, il est nécessaire de faire plusieurs choses. D'abord, d'identifier les composants qui vont créer la structure de base du modèle, donc les composants du système, identifier à partir du système réel ceux qui sont importants, ceux qu'il est pertinent de prendre en compte pour la construction du modèle, de connaître un ensemble d'informations sur leurs états initiaux pour pouvoir démarrer l'exécution du modèle à partir d'un pas de temps initial, et aussi de connaître l'ensemble des règles de transition qui vont permettre de pouvoir passer d'un pas de temps à un autre dans cette étape de simulation. Alors, une des caractéristiques de ce modèle-là, c'est de reposer sur un formalisme qui est le formalisme créé par Jay Forrester, qui représente le modèle avec un certain nombre d'objets prédéfinis, deux objets centraux étant les stocks et les flux. Et donc ces systèmes-là vont décrire les variations de ce qu'on appelle les stocks. Par exemple, dans ce modèle-là, la population est considérée comme un stock. Donc c'est une variable qui va qui va décrire un certain nombre d'éléments présents dans le système, le nombre d'êtres humains présents sur la planète, qui va varier dans le temps, évidemment. Et ces variations dans le temps vont être pilotées par un certain nombre de flux, qui seront des flux en entrée dans le stock ou des flux en sortie du stock. Donc, par exemple, sur la population, les flux en entrée vont être pilotés par le taux de natalité de la population, et les flux en sortie, les réductions de population, les morts, vont être pilotés par le taux de mortalité de la population. Donc cette représentation extrêmement simple de stock modifié par des flux en entrée et en sortie, donc elle paraît extrêmement simple au premier abord. Lorsqu'on s'y intéresse plus en détail et lorsqu'on construit réellement le modèle qui décrit avec précision l'interaction entre les flux et les stocks qui décrivent le système qui nous intéresse, qui est la planète dans ce cas-là, permet d'avoir des descriptions qui sont relativement simples, de dynamiques qui peuvent être très complexes. C'est une des raisons pour lesquelles la dynamique des systèmes, ultérieurement, a évolué en l'étude des systèmes complexes, que j'aurai probablement pas le temps de vous présenter. Donc dans le cadre du modèle World 3, qui doit son nom au fait que c'est l'évolution du modèle World 2, qui avait été créé par Jay Forrester, qui était lui-même l'évolution du modèle World 1. Donc c'est un projet qui a démarré bien avant le début des années 70. Les principales variables qui sont les variables d'intérêt du système, donc les stocks du système, sont la population, trois types de production, la production alimentaire, la production industrielle, et on peut différencier la production alimentaire dans une sous-partie qui est la production agricole. Un ensemble de ressources non renouvelables. Ce modèle ne prend pas en compte les ressources renouvelables dans la version initiale du modèle. Les ressources renouvelables ont fait l'objet d'une modification du modèle ultérieur dans les années 90. Et la pollution permanente présente dans l'environnement, c'est-à-dire la pollution que les écosystèmes ne sont pas capables de faire disparaître dans un temps caractéristique qui est inférieur au temps d'exécution du modèle. Donc ce modèle ressemble à ce genre de représentation. Donc on ne voit pas grand-chose avec la résolution du vidéoprojecteur. Je ne sais pas si vous voyez. En haut, on a la population. Donc c'est l'exemple dont je vous ai parlé. Le stock de la population qui est représenté ici représente à chaque instant le nombre total de personnes habitant sur la planète, et on voit une petite boucle avec un plus sur le côté. C'est une boucle de rétroaction positive qui nous dit que l'augmentation du nombre de personnes sur la planète à travers le nombre de naissances par an qui va être piloté par un taux de fertilité va déclencher une dynamique d'augmentation de cette quantité-là. Donc la boucle de gauche tout en haut est une boucle de rétroaction positive qui nous dit que plus il y a de gens qui naissent sur la planète, plus il y aura d'habitants qui vont habiter sur la planète, et donc au pas de temps suivant, le nombre de gens qui vont naître va aussi augmenter. Donc on va avoir une rétroaction positive qui a priori ne sera arrêtée par rien lorsqu'on s'intéresse
à des systèmes extrêmement simples, des systèmes vivants extrêmement simples comme des bactéries dans des boîtes de pétri, par exemple, on peut montrer qu'on a une croissance exponentielle qui n'est limitée que par la surface de la boîte de pétri et donc la quantité de ressources qui sont disponibles. Donc on a potentiellement une boucle qui peut exploser à l'infini et faire augmenter le nombre d'habitants dans le système à l'infini. On trouve sur la gauche une deuxième boucle qui, elle, va être une boucle qui va servir à piloter la première et à travers une réaction négative qui va porter sur le nombre de morts par an dans la population qui va être pilotée par un taux de mortalité. On va avoir une deuxième boucle qui va amortir et limiter l'explosion dynamique de la première boucle. Donc cet ensemble de deux boucles, plus et moins, rétroaction positive et rétroaction négative, vont piloter une dynamique. L'importance de l'influence de l'une ou de l'influence de l'autre dans le temps va piloter et va servir à représenter de quelle manière la courbe de population va croître et potentiellement se stabiliser au bout d'un moment. Donc le modèle World Tree est entièrement constitué de telles boucles de rétroaction. En dessous, on a un exemple avec le capital industriel qui va avoir une rétroaction positive qui va représenter le fait qu'un fort capital industriel permet de fabriquer des machines qui vont permettre de fabriquer d'autres machines qui vont augmenter le capital industriel. Donc on a une première rétroaction là encore sur la gauche qui va être pilotée cette fois-ci par l'investissement du capital industriel dans lui-même. Donc quelle partie du capital industriel on passe pour fabriquer des machines et qui va être limitée sur le côté droit, la boucle de rétroaction négative, par la dépréciation du capital industriel, le vieillissement des machines, les pannes, etc. Donc, ce modèle numérique est un modèle d'équation différentielle. Il y a un petit peu moins de 200 équations différentielles qui représentent cet ensemble de dynamiques-là. Trois caractéristiques sont essentielles dans ce modèle. Le fait que, sans limitation, les croissances à travers les boucles de rétroaction positive vont être des croissances exponentielles, que rien n'arrêtera. Donc, à certains moments, des boucles de rétroaction négative devront se mettre en place pour temporiser les explosions en termes de taille de stock des croissances exponentielles. Deuxième point essentiel, si on prend par exemple sur l'exemple suivant, si on s'intéresse à une variable qui est la variable du milieu qui s'appelle agricultural input, donc l'entrée de l'activité agricole. Cette variable-là représente une limite physique. Donc, sont présents sur notre planète, dans notre environnement collectif, un certain nombre de limites physiques qui vont piloter le déclenchement de ces boucles de rétroaction. Donc, croissance exponentielle et limite physique sont deux caractéristiques essentielles de ce modèle-là. Et enfin, une dernière caractéristique extrêmement importante, c'est la présence de délai, c'est-à-dire l'incapacité, soit pour les systèmes humains, soit à travers des phénomènes physiques, de prendre en compte instantanément le changement de dynamique entre les boucles de rétroaction. Donc ces délais se traduisent notamment par ce qu'on est en train de faire actuellement, une capacité à exploiter des stocks avec une dynamique qui n'est pas renouvelable. C'est-à-dire qu'à quantité de stocks donnés, si on a une certaine dynamique de renouvellement du stock qui nous permet d'augmenter le stock d'une certaine valeur par an, par exemple, on va pouvoir se permettre d'exploiter ce stock à un taux qui sera bien supérieur à ce taux de renouvellement parce qu'il existe un stock initial. De la même manière que notre compte en banque nous permet d'accumuler de l'argent qu'on va pouvoir dépenser de manière massive pour acheter une maison, un véhicule, etc. Donc ces trois caractéristiques de croissance exponentielle, de limite physique et de délai sont essentielles dans ce modèle-là. Et un des travaux de cette équipe de recherche a été de montrer qu'ils sont à l'origine des phénomènes possibles de dépassement de capacité et d'effondrement qui ont été observés par la suite en simulant le modèle. Donc, à partir de composants simples comme celui de la population en haut ou du capital industriel en dessous, de manière itérative, avec des agrégations, on va pouvoir faire interagir ces sous-parties. Donc, par exemple, on voit l'interaction ici entre population, industrie, terres arables et pollution.
Par exemple, on voit que le lien entre la population et la pollution se fait par l'intermédiaire du fait que une augmentation de population va déclencher une augmentation de l'activité agricole, par exemple. Cette activité agricole va générer une pollution, et cette pollution va, à travers la nourriture et à travers la réduction de l'espérance de vie, influencer de manière négative sur la population. Donc ces ensembles de boucles sont des dynamiques de variation des différentes variables dans différents contextes et qui vont varier avec le temps. Globalement, le modèle ressemble à ça. Donc c'est quelque chose qui peut donner une impression d'être assez complexe, mais lorsqu'on le regarde en détail, on peut identifier sur la totalité du modèle des boucles locales qui représentent des phénomènes de dynamique qui sont extrêmement bien compris. Et l'équipe de recherche de Lillis Meadows a passé, donc 16 personnes à temps complet pendant 2 ans, ont passé leur temps à identifier justement ces boucles de rétroaction dans notre système Terre, de manière à pouvoir les implémenter. Donc une fois que le modèle a été construit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les puissances de calcul de l'époque ont permis de pouvoir faire une modélisation informatique, ce qui était une première à l'époque, quasiment une première de ces modèles-là, pour pouvoir les dérouler dans le temps et regarder comment variaient ces dynamiques-là. Donc il a été possible de programmer le modèle. Vous pouvez tout à fait encore aujourd'hui le récupérer et le simuler sur une machine moderne. Et à partir de différents états initiaux, c'est-à-dire à partir de valeurs de différentes variables qui définissent le début de la simulation, qui dans ce cas-là était en 1900. Donc la simulation était de 1900 à 2050 à peu près. À partir d'un état initial et à travers cette description des dynamiques possibles, on va pouvoir dérouler l'exécution du modèle. Et un certain nombre de variables vont piloter les différents scénarios possibles qu'on va pouvoir explorer et expérimenter. Alors, la courbe qui est en haut est la courbe probablement la plus connue. Elle est sur la page web de la journée aujourd'hui. Elle représente une sortie d'un tel modèle. Donc ce modèle-là, par exemple, ici, on a la sortie des ressources, de la pollution, de la nourriture, de la population et de l'activité industrielle. Comment est-ce qu'on interprète ces courbes-là ? Donc 1900 est le début de la simulation et on connaît l'état du monde en 1900. On a suffisamment d'informations pour être capable de faire ce qu'on appelle un calibrage de modèle, c'est-à-dire caler le modèle sur les dynamiques qu'on connaît entre 1900 et 1970, ce qui nous permet d'avoir une vérité réelle entre les années 1900 et 1970. Et une fois que cette dynamique est calée sur ces variables-là, on continue l'exécution du modèle pour voir ce qui pourrait se passer dans le futur. Donc ce scénario qui s'appelle l'exécution standard, standard run, connu aussi sous le nom de business as usual, est le résultat le plus connu de ce modèle-là. Et lorsque Dennis Meadows en parle, il compare la vision de cette première courbe, alors qu'elle a été découverte pour la première fois par les gens qui l'avaient générée. Il le compare à la première photo de la planète prise par les premières sondes américaines qui ont fait la première fois le tour de la Lune, où on voit la planète Terre dans son entièreté pour la première fois sur une pellicule. Donc c'est une vision de notre habitation, de notre écumène globale pour la première fois, qui change complètement la perception du monde qu'ont les gens à cette époque-là. Pour Dennis Meadows, cette courbe-là a eu la même conséquence sur leur vision du monde. C'est une courbe qui montre la possibilité de la finitude et la dynamique qui peut nous amener à ces finitudes-là. Donc cette courbe-là, ce scénario-là amène à ce qu'on qualifie d'effondrement systémique aux alentours à partir des années 2050 à peu près, pour une raison qui porte sur la production industrielle et sur le fait que, alors que les ressources naturelles se raréfient, notamment les ressources non renouvelables, il devient de plus en plus difficile d'extraire ces ressources non renouvelables. Donc en termes de difficulté, ça se traduit par la nécessité d'investir du capital industriel de manière croissante
pour pouvoir accéder à la même quantité de ressources, l'investissement de ce capital industriel stoppe complètement, ralentit puis finit par stopper la capacité à utiliser ce capital-là pour fabriquer de la nourriture et pour fournir des services aux gens. Donc on a une réduction de la capacité à se nourrir, une réduction de la quantité des services, notamment des services médicaux, qui entraîne une réduction de la population. Donc augmentation du taux de mortalité et réduction de la population. Donc ça, c'est le scénario qui s'appelle Business as usual, qui a été construit en prenant les dynamiques existantes en 1970 et en continuant ces dynamiques-là sans rien changer. Un des intérêts d'un modèle numérique tel que celui-ci, c'est de pouvoir explorer des scénarios différents. Donc on peut imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer si on changeait tel paramètre, tel paramètre. Donc c'est ce qui a été fait par l'équipe, qui a exploré 9 scénarios différents. Et la première chose qu'ils ont fait en constatant le résultat du scénario business as usual, ça a été de dire on a une limitation qui est une limitation due à la quantité de ressources non renouvelables dans l'environnement, et notamment à notre capacité à exploiter efficacement ces ressources non renouvelables. Qu'est-ce qui se passe si on imagine des processus industriels qui vont nous permettre beaucoup plus facilement d'exploiter ces ressources-là? À ce moment-là, on a un autre scénario, qui est un scénario dans lequel la quantité de ressources est artificiellement doublée. Donc on suppose qu'on a 2 planètes au lieu d'une en termes de ressources. On suppose qu'on a des technologies qui nous permettent de compenser le coût énergétique croissant d'extraction qu'on constate actuellement dans le cadre du pétrole, par exemple. Donc on imagine une technologie qui nous permette de le faire, même si elle n'existe pas réellement, et on regarde comment va évoluer le système dans ce cas-là. On s'aperçoit dans ce cas-là que la limitation ne vient plus de la nécessité d'accéder à des ressources non renouvelables, mais cette fois-ci elle vient de la pollution, parce que l'exploitation de ces ressources non renouvelables génère de la pollution. Le fait d'augmenter énormément cette exploitation parce qu'on a plus de ressources et parce qu'on les exploite plus efficacement va faire augmenter énormément la pollution. Et cette fois-ci, c'est à cause de la pollution que la réduction de taille de population, qui apparaît un petit peu plus tard, mais qui apparaît quand même, est visible sur ces courbes-là. Donc cette fois-ci, c'est la pollution qui va modifier la dynamique des sols, donc provoquer une forte érosion des sols, qui va réduire l'activité agricole, qui va réduire la quantité de nourriture disponible, qui va faire augmenter le taux de mortalité et qui va baisser la taille de la population. Donc plusieurs scénarios ont été explorés par l'équipe. Ils ont exploré un scénario qu'on peut qualifier de magique, dans lequel on a encore plus de ressources renouvelables, mais cette fois-ci, on imagine une technologie qui serait capable de compenser l'érosion des sols, par exemple, et les pertes de biodiversité correspondantes. Et cette fois-ci, on constate une population qui tend à se stabiliser à une valeur qui est de l'ordre de 8 ou 9 milliards, je crois, 8 ou 9 milliards d'habitants. Mais par contre, cette solution-là nécessite des investissements financiers et technologiques qui sont énormes et qui doivent être faits dans le cadre du modèle à partir du début des années 2000, à peu de choses près. Et on a encore des dépassements de capacité, dont je vais vous parler dans quelques minutes, dans le cadre de la nourriture et des services. Et puis le dernier scénario qui a été exploré et qui a été utilisé pour argumenter sur le fait que le Club de Rome était en réalité un organisme qui cherchait à mettre en place des systèmes de contrôle et de régulation à l'échelle globale planétaire, ça a été de regarder ce qui se passait si on avait une régulation globale, si on imagine une capacité des pays à se synchroniser pour prendre des décisions à long terme, et notamment pour limiter la production industrielle qui est, dans tous les scénarios précédents, le point commun à l'apparition de tout un tas de dépassements de capacité et de croissance exponentielle. À ce moment-là, on peut imaginer un scénario assez stable, dans lequel la population se stabilise à une valeur qui est assez élevée, la pollution commence par monter, puis redescend dans un deuxième temps à cause de la régulation de l'activité industrielle notamment. Et c'est il y en a 4 sur les 9 scénarios initiaux, plus
3 scénarios supplémentaires qui ont été envisagés. C'est l'un des 4 scénarios qui permet d'éviter un effondrement de population à l'horizon 2050-2100 à peu près. Alors, en dehors des sorties de ce modèle-là, la systémique, donc ce domaine d'étude de la dynamique des systèmes, permet de montrer plusieurs choses plusieurs points qui sont fondamentaux lorsqu'on considère la dynamique d'un système à grande échelle, comme celui de notre planète. Le premier point, c'est que lorsqu'on s'intéresse à une grandeur qu'on appelle la capacité d'emport ou la biocapacité ou la capacité de charge d'un écosystème, cette grandeur, c'est la taille de la population qu'un écosystème est capable de maintenir indéfiniment dans le temps à travers ces mécanismes de renouvellement, de création de ressources. On peut voir cette caractéristique-là de manière duale lorsqu'on s'intéresse par exemple à la notion d'empreinte écologique, qui est actuellement utilisée pour essayer de qualifier notre exploitation actuelle de la planète. On se rend compte qu'on peut avoir 4 grandes dynamiques possibles. Théoriquement, on peut démontrer que toute autre dynamique rentrera forcément dans l'une de ces 4 grandes familles. La première dynamique est assez simple. Donc là, vous avez en pointillé une représentation très, très fruste de l'évolution de la capacité d'emport d'un écosystème, et vous avez l'évolution de la population d'animaux présents dans cet écosystème-là, donc qui est en courbe pleine. Première dynamique possible, si on veut imaginer une croissance exponentielle permanente des populations, ou du taux d'exploitation des ressources non renouvelables de l'écosystème, à ce moment-là, il faut aussi imaginer une croissance permanente, donc exponentielle, de la capacité d'emport de l'écosystème. Donc tout se passe comme si, chaque année, on multipliait par 2 le nombre de planètes disponibles, et ça nous permet d'avoir une croissance exponentielle quasiment permanente, qui s'accompagne d'une croissance exponentielle des ressources disponibles. Donc c'est un cas complètement théorique, dont on entend hélas beaucoup parler encore aujourd'hui en économie. Les autres cas s'intéressent aux cas où la capacité d'emport sert de limitation à la croissance d'utilisation des ressources ou de taille de population, c'est la même chose dans ce cas-là, et permet de déclencher, par l'intermédiaire des boucles de rétroaction dont je vous ai parlé tout à l'heure, des rétroactions négatives qui vont tendre à ralentir ces taux de croissance-là. Donc, par exemple, sur la courbe en haut à droite, vous avez une biocapacité qui est constante. On a une augmentation de la taille de la population qui commence par être exponentielle. Si j'avais un pointeur, je vous montrerais. C'est le début de la courbe qui est en haut à droite, là, qui monte assez rapidement. Et puis, assez rapidement, parce que dans l'environnement existent des signaux qui vont déclencher la mise en place de boucles de rétroaction négative, le démarrage de ces boucles va avoir tendance à ralentir cette croissance-là. Et on se retrouve dans ce cas-là lorsqu'on a très peu de délai entre l'évolution de la courbe croissante et le feedback, le retour de l'environnement pour le déclenchement de ces courbes de rétroaction négative. Par exemple, certaines populations d'oiseaux fonctionnent de cette manière-là. On peut voir que naturellement, certaines populations d'oiseaux adaptent leur taille à la biocapacité de l'environnement dans lequel ils sont, parce que la naissance est pilotée, la naissance et la ponte des œufs est pilotée notamment par la densité locale des autres oiseaux dans l'environnement. Donc le fait d'arriver dans une zone dense va déclencher cette boucle de rétroaction qui va minimiser le nombre d'œufs qui va être pondu par les oiseaux. Et donc on observe cette courbe qu'on appelle une sigmoïde, là, qui a tendance à converger vers la biocapacité. Et donc c'est un cas qui fonctionne très bien, puisque la biocapacité reste constante, elle n'est pas atteinte, et c'est la taille de la population qui s'adapte aux ressources nécessaires. Si jamais on introduit un petit délai dans l'apparition de cette boucle de rétroaction, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un dépassement de capacité. On le voit ici. Vous voyez que la population ou l'extraction des ressources dépasse les ressources nécessaires dans l'environnement. À ce moment-là, si le délai est court, ce dépassement va être temporaire et on voit que rapidement, la population redescend à un niveau qui est un petit peu plus bas, puis il va remonter et va osciller jusqu'à ce qu'on converge à travers un certain nombre d'oscillations vers un état d'équilibre. Ce délai déclenche, comme on le voit ici aussi,
une baisse de la biocapacité. Parce qu'à ce moment-là, la taille de la population est supérieure à ce que l'écosystème peut supporter. Donc la biocapacité va baisser temporairement. Si jamais la perte de biocapacité de cet environnement-là est faible, il y a un taux de renouvellement de biocapacité qui va pouvoir permettre de remonter ce taux-là, ce qui va déclencher les oscillations. Et à terme, de nouveau, on va converger vers un équilibre. Si jamais les délais existants sont trop grands, ça signifie que les boucles de rétroaction vont mettre trop de temps à se mettre en place, notamment les rétroactions négatives qui vont avoir tendance à limiter la dynamique explosive de la population dans ce cas-là, ou de l'exploitation des ressources. Et on a le terme qui maintenant est assez célèbre, dépassement de capacité et effondrement, donc overshoot and collapse, où se mettent en place des boucles de rétroaction qui sont extrêmement destructrices, où le dépassement de biocapacité est tel que la biocapacité commence à être détruite de manière irréversible. Donc vous voyez que la biocapacité descend, et en fait elle ne pourra plus jamais remonter, parce qu'on a dépassé, en termes de destruction, le taux de régénération de l'écosystème en question. Et à ce moment-là, l'augmentation rapide d'une population associée à une réduction de la biocapacité par érosion entraîne ce qu'on appelle l'effondrement, ce qui a été montré par les modèles le modèle World 3 dans un certain nombre de cas. Et donc on a une descente rapide de la population dans ce cas-là, qui revient vers un équilibre, mais qui est un équilibre beaucoup plus bas que ce qu'il aurait pu être, avec une biocapacité de l'environnement qui est fortement réduite. Donc la conclusion de ce rapport qui a fait couler beaucoup d'encre est que dans un monde fini, dans lequel la quantité de ressources est finie et le taux de renouvellement des ressources est fini aussi, on ne peut pas imaginer une croissance infinie sans qu'elle soit contrebalancée rapidement par un certain nombre de pressions inverses et opposées qui vont forcer le système à tendre vers un équilibre. Et qu'en faisant tourner le modèle, avec les données qui étaient présentes en 1972, si on continue donc dans le modèle business as usual, avec une volonté de croissance, notamment de croissance industrielle telle qu'elle était présente en 1972, à ce moment-là, c'est difficile d'éviter un effondrement de la population avant la fin du XXIe siècle, à travers la diminution de tout un tas de grands domaines, donc production industrielle, agricole, etc. Cela dit, dans ce modèle-là, on n'a pas de distinction entre ressources renouvelables et ressources non renouvelables. C'est-à-dire que les ressources qui sont prises en compte ne sont que des ressources non renouvelables, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On n'a pas de modèle d'état de santé des écosystèmes. Alors c'est une bonne nouvelle, oui et non. On va en parler un petit peu plus loin. On n'a pas de modèle d'état de santé des écosystèmes, donc la santé des écosystèmes est englobée dans la variable de pollution. Et puis, on n'a pas d'analyse de sensibilité, mais ça, je n'aurai pas le temps de vous en parler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la sortie du livre ? Donc 30 millions de copies dans 30 langues différentes. Le livre est devenu un best-seller pendant un certain nombre d'années dans quasiment tous les pays industrialisés du monde. Et je pense qu'il a eu un rôle de premier plan dans la création, dans la structuration d'une pensée écologique, politique, dans ces années-là. Il a fait face à un grand nombre de critiques, portant notamment sur un ensemble de points qui sont très souvent contestables, pas tous, mais un certain nombre le sont. Il y a eu à la fois beaucoup d'incompréhension sur ce qu'est un modèle dynamique, comment ça s'interprète. Ce n'est pas un modèle qui essaie de prédire le futur. Ce modèle-là a été créé pour essayer d'identifier les limitations à un processus de croissance dans un environnement fini. Et en pratique, il a été quasiment impossible d'avoir un discours scientifique argumenté sur ce modèle-là pendant très très longtemps. Je vais accélérer. Alors, pendant ces 45 ans depuis la création du modèle, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un certain nombre de remises à jour en 92 et en 2004. Donc, exemple de remise à jour, donc un certain nombre d'indicateurs internes qui sont représentés sous forme de constantes ou sous forme de courbes non linéaires dans le système ont été mis à jour. Par exemple, je prends le premier exemple, le multiplicateur sur la durée de vie en fonction de la quantité de nourriture accessible.
Donc on imagine bien que à partir d'un état où on a très peu de nourriture, le fait d'augmenter un petit peu la nourriture disponible va permettre d'augmenter rapidement l'espérance de vie, et puis on va avoir une borne. C'est pas parce qu'on mange 10 fois plus qu'on va vivre 10 fois plus vieux. Donc on a cette courbe-là qui vient asymptotique sur une certaine valeur. En pointillé, vous avez la valeur initiale du modèle, et puis en observant les données réelles entre 1972 et 1991 dans ce cas-là, les concepteurs du modèle ont mis à jour ces courbes-là. Donc le modèle a évolué avec le temps sur un certain nombre de variables et d'indicateurs. En parallèle, il y a un certain nombre d'autres modèles qui ont été créés pour essayer de s'intéresser à ces questions-là, de dynamique de croissance dans un environnement fini. On pourrait parler assez longtemps du modèle de Nordhaus qui s'appelle DICE. Et puis il y a un certain nombre d'analyses scientifiques diverses qui ont été faites. Donc ce modèle-là est un peu tombé dans l'oubli pendant un certain nombre d'années, et puis depuis une quinzaine d'années, depuis à peu près 2000, il est de nouveau amené au premier plan, parce qu'il se trouve que c'est un des seuls modèles qui, une fois qu'il a été confronté aux données historiques, ce qu'a fait un scientifique qui s'appelle Turner en 2008, puis 2012, puis 2014. C'est un des seuls modèles qui résiste à ce qu'on appelle du backtesting, donc la capacité à tester la capacité prédictive du modèle une fois que les événements prédits se sont passés. Donc, en 2012, on est capable de comparer les trajectoires des différents indicateurs entre 1972 et 2012, tels qu'ils sont constatés dans le monde réel, et les comparer avec ce qui avait été prévu par le modèle. Donc, parmi les différents modèles qui ont été explorés, c'est hélas le modèle business as usual qui est le plus probable, donc qui est l'observé et le plus proche de cette version-là du modèle, tel que ça a été montré. En pratique, lorsqu'on fait un certain nombre de constats sur les variables du modèle, non, pas grand-chose, on s'aperçoit qu'on est dans une très forte accélération qui est clairement exponentielle sur l'exploitation de tout un tas de ressources. Donc ça, c'est actuellement acté par tout le monde. Notamment sur la présence de polluants dans l'environnement. Donc ces données-là, on ne voit pas grand-chose, c'est dommage, montrent que, en fait, depuis 1990, la tendance à l'accélération augmente même. Par exemple, dans les pays industrialisés actuellement, les émissions de gaz à effet de serre sont surexponentielles depuis 2 ans. Donc les conclusions de ce modèle-là. Première conclusion, il est difficile d'imaginer une dynamique de croissance exponentielle à long terme dans un monde fini. C'est même carrément impossible. Donc, ça implique de repenser la vitesse à laquelle on utilise nos énergies renouvelables. Comme disait Michel Lusseau tout à l'heure, pour les énergies non renouvelables, dès qu'on les utilise, effectivement, ça pose un problème. Donc ça doit rentrer en compte dans la définition de ce qu'on appelle de la soutenabilité d'exploitation de notre environnement. Et Herman Daly a proposé les 3 premiers points il y a quelques années, qui sont relativement évidents. Pour être soutenable, il ne faut pas exploiter les ressources renouvelables à un taux supérieur à leur taux de renouvellement, ce qui permet de garder une quantité constante. Si on les exploite temporairement à un taux supérieur, ça veut dire que dans le futur, il faudra les exploiter à un taux inférieur pour pouvoir les laisser se re-remplir de nouveau. Si on considère la capacité des écosystèmes à absorber la pollution, ceci est vrai aussi pour la pollution, c'est-à-dire qu'on ne doit pas émettre de pollution à un taux d'absorption qui est supérieur à ce que peuvent nous fournir les écosystèmes. Si on s'intéresse aux énergies non renouvelables, à ce moment-là, il est intéressant de ne pas les exploiter à un taux supérieur à une valeur telle que lorsque les énergies non renouvelables seront entièrement consommées, on n'ait pas eu le temps d'imaginer des solutions qui permettent de les remplacer.
C'est à cette seule condition qu'on pourra continuer à exploiter l'équivalent sur une durée indéfinie. Et puis, Donella Meadows, qui participait à ces travaux-là, a rajouté à ces définitions de la soutenabilité deux définitions qui portent d'abord sur le niveau de population et le niveau de consommation qui permettent d'assurer ces trois premières caractéristiques. Et puis un dernier point qui porte notamment sur le fait que les processus doivent être suffisamment démocratiques et équitables pour que les populations aient envie de mettre en place ces caractéristiques-là. Donc c'est important que ce soit un processus émergent, remontant du bas. Voilà, je vais terminer sur ce point-là. Pour moi, ce modèle permet de réapprendre les limites du monde. Ce que disait Denis Meadows sur le parallèle entre la courbe que je vous ai présentée et la première photo de la planète prise de l'extérieur, c'est vraiment ça. On a passé un certain nombre d'années dans lesquelles la capacité d'accéder à de l'énergie abondante et extrêmement peu chère nous a permis d'ignorer ses limites. On arrive très probablement à une période où, de nouveau, on va devoir prendre conscience de ces limites-là et adapter nos systèmes sociaux, notre système humain à la prise en compte de ces limites. Voilà, je vous remercie.